La Turquie célèbre en ce mois de novembre un double anniversaire. Il y a 40 ans, la République était proclamée. Un régime moderne succédait au vieil empire ottoman. Une nation dynamique, sûre d'elle-même, résolument tournée vers l'Europe, surgissait aux confins de 2 continents. Cet événement a transformé la carte de l'Europe. Depuis 40 ans, la Turquie nouvelle joue un rôle important dans l'histoire européenne. Et, deuxième anniversaire, il y a 23 ans, presque jour pour jour, disparaissait l'artisan de cette métamorphose, le père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. C'est cette épopée kémaliste, en ce double anniversaire, que 7 jours du monde vous propose d'évoquer ce soir. L'histoire commence au tournant du siècle. Vers 1913, Constantinople, la ville du sultan, était la capitale d'un vaste empire. Vaste, mais vermoulu. Ses dirigeants, faibles et méprisés, s'étaient jetés dans les bras des Austro-Allemands. Regardez cette extraordinaire image. Mais oui, c'est le Kaiser, Guillaume II. Il est reçu en grande pompe à Constantinople. Il fait de grandes promesses. Le sultan et ses conseillers croient en lui lorsqu'il promet de construire une voie ferrée reliant Berlin à Bagdad. Grisés par les promesses, engourdis par les gloires du passé, les dirigeants ottomans se bercent d'une trompeuse euphorie qui va jeter leur pays dans la tourmente. Dès les premiers mois de la Grande Guerre, l'Empire ottoman subit le choc des corps expéditionnaires alliés. Britanniques et Français tentent de prendre pied aux Dardanelles. C'est à cette occasion que paraît pour la première fois sur la scène mondiale Mustafa Kemal. Commandant des troupes qui s'opposent au débarquement, Kemal va contraindre le corps expéditionnaire à se retirer. Ce sera la seule victoire de la Turquie dans cette guerre, et les Turcs n'oublieront pas l'homme à qui ils la doivent. Mais l'héroïsme de quelques-uns ne suffit pas à surmonter la catastrophe. La Turquie a gagné une bataille, mais elle a perdu la guerre. Ses provinces lointaines lui sont arrachées. Son territoire n'est bientôt plus que ce qu'on appelle l'Anatolie, tout entière en Asie mineure, sauf Constantinople, dernier bastion en Europe. Les Alliés occupent la majeure partie du pays. Français, Anglais, Italiens débarquent leurs troupes dans les principales villes. Bientôt même, de nouveaux venus préparent une occupation plus redoutable. Les Grecs, qui dominèrent le pays il y a 5 siècles et qui entendent le reconquérir en chassant les Turcs. C'est alors que reparaît Mustafa Kemal. À son appel, le pays tout entier se soulève. La résistance s'organise. Armés de briques et de broc, mal vêtus, mal équipés, les kémalistes préparent la guérilla. Atatürk a juré de ne déposer les armes qu'après la libération du sol national. Des ateliers de fortune fabriquent des munitions. Les unités de francs-tireurs s'exercent sous le nez de l'occupant. Les débris des armées ottomanes se regroupent sous le commandement de Mustafa Kemal. Et les femmes turques gagnent chèrement au cours de ce combat leur droit à l'émancipation et à l'égalité complète. Et la lutte acharnée pour l'indépendance commence. Elle durera 3 ans, de 1919 à 1922. Les Grecs s'enfuient devant les armées de celui qu'on appelle désormais le plus terrible des Turcs. Leur exode donne lieu à des scènes dramatiques. Regardez cette distribution de pain par les armées alliées. Des populations entières affamées qui se battent. Le 9 septembre 1922, les Turcs entrent à Smyrne, dernier refuge des envahisseurs grecs. La ville est incendiée. Les fuyards cherchent à atteindre dans des embarcations de fortune les flottes alliées. Celles-ci lèvent l'ancre, abandonnant les Grecs à la vindicte des Turcs.
finit cette guerre qui reste un cauchemar pour les Turcs et pour les Grecs. La Turquie libérée, Mustafa Kemal, que l'on voit ici avec sa femme, va se consacrer à l'édification d'un État nouveau. D'abord, c'est l'abdication forcée du sultan. Celui-ci se démet en même temps de son titre de calife, c'est-à-dire de commandeur des croyants, et part pour l'exil. L'accueil de Constantinople, devenu Istanbul, aux troupes du libérateur est un véritable délire. Les Turcs de tout âge, de toutes conditions, se rangent derrière Mustafa Kemal, dont le premier soin est de rompre avec les traditions paralysantes de l'Orient. Lui-même prend le nom symbolique d'Atatürk, le père des Turcs. Mais ses compatriotes le surnommeront le Ghazi, le victorieux. Sa première cible, c'est l'islam. Imposée par les conquérants arabes, la religion musulmane a fini par devenir pour les Turcs un carcan et un poids mort. Autre réforme, le costume. Aux robes et aux turbans du passé se substituent des tenues occidentales. Le voile qui cache le visage des femmes est interdit. Les Turcs deviennent semblables à leurs sœurs d'Europe. Et leurs couturières s'adaptent à la mode de Paris. Atatürk déclenche une véritable révolution. L'écriture arabe est supprimée, remplacée par les caractères latins. Le Ghazi prend lui-même en main la réforme. C'est le Conseil des ministres qui élabore sous sa direction la langue nouvelle. Et Atatürk applique la réforme dans sa propre famille, comme ici, où il enseigne l'alphabet nouveau à l'une de ses 6 filles adoptives. Autre victoire sur l'islam, des statues, des portraits sont consacrés au Ghazi, alors que le Coran interdit la reproduction de la figure humaine. Mais ce culte que lui vouent ses compatriotes a des inconvénients. Maître absolu de la Turquie, ses ministres n'osent à ses côtés être autre chose que des courtisans. Atatürk est partout. Cette bourgade va devenir Ankara, la capitale. Le Ghazi va vers les paysans, leur apprend à changer leurs habitudes séculaires, archaïques et paresseuses. Il n'hésite pas à leur montrer l'emploi du tracteur. Partout s'élèvent bientôt des barrages, des usines. La Turquie devient le premier pays industriel du Proche-Orient. Son économie est planifiée. Mais la gigantesque tâche accomplie par Atatürk vient bientôt à bout de ses forces. Miné par la maladie, usé aussi par la vie désordonnée qu'il affectionne, le Ghazi, à la veille de la dernière guerre, n'est plus que l'ombre de lui-même. Et le 10 novembre 1938, il s'éteint à l'âge de 58 ans, pleuré par un peuple tout entier. Mais le kémalisme survivra à Kemal. L'élan que le Ghazi a donné à son pays ne s'arrêtera plus. Avec les vicissitudes inévitables de tous les pays, la Turquie poursuit sa voie vers le progrès. Et l'imposant mausolée, dernière demeure d'Atatürk, semble veiller sur les destinées de ce pays qu'il tira, il y a 40 ans, du fond du gouffre.